Enregistre. Ouais, c'est bon. Enregistre. Yes. Mes petits bouteillos, l'heure est grave. Votre émission favorite, vous savez, votre petite émission auditive aux moyens limités qui vient flatter vos tympans tout en causant chéri télé. Elle est longue cette phrase. Oui, mais elle est bien. Elle est catchy. Oui. Catchy. Eh bien, va bientôt avoir une nouvelle formule. Eh oui, ça arrive. C'est comme le Nesquik. On l'aime depuis des années et d'un coup, paf, moins d'édulcorant. Et c'est beaucoup moins bon. Mais là, ça sera encore meilleur. N'est-ce pas, Susu, qui m'accompagne depuis déjà bientôt 1 an et demi? Oui, tout à fait. Tu es heureuse d'être là? Ravie. Toujours d'attaque? Toujours d'attaque, toujours vivante, toujours debout, toujours la banane. Contrairement à... Beau pied, bon oeil. À Jean-Marie? Jean-Marie Bigard est mort. Chla. Bienvenue dans l'épisode Bouteille, c'est déjà le 205. 205. Et déjà, premier disclaimer, Marie. Suzanne a quelque chose à te dire. Oh là là, je suis peinée que tu sois peinée, Marie. Elle est double peinée. Alors... C'est une blague de... Oh là là. Je cite Cadet Olivier. Allez, Marie. Marie, tu es en train de me répondre et je vois ton message, mais écoute, je vais faire des excuses publiques parce que je suis navrée, désolée, mortifiée. N'en fais pas trop non plus. En vrai, je le suis un peu. Pour expliquer un peu, Marie, c'est la personne qui a organisé la soirée Vampire Glam, qui était super. Et quand j'en ai parlé, il a semblé que j'ai... Non, tu l'as dit. Non, j'ai dû sembler, j'ai dit que c'était quoi? Pas mémorable. À chier, je cite à chier. Non, ça je l'ai retiré dans le montage. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Marie, ce n'est pas vrai. Tu veux détruire toutes mes amitiés. J'adore détruire les amis. Alors, je ne parlais pas du tout de la soirée, je parlais du fait que je m'étais habillée un peu en dernière minute et que mon look de vampire glam n'était pas très mémorable. Voilà. Ce n'était pas du tout le problème avec la soirée. Parce que Marie, tu fais toujours des bêtes de soirée. Surtout quand il s'agit de faire croire à tous tes potes que tu es enceinte. Ah. Eh ben, félicitations. Marie, je suis navrée, je m'en excuse. Encore une dernière fois. Voilà, elle avait juste un look de merde. Maintenant, je vais lire le message que tu m'as envoyé, car il semblerait que tu m'aies maudite sur plusieurs générations. Et encore une fois, sache que si jamais elle avait dit un truc désobligeant, je l'aurais coupé de toute façon. C'est logique, bien évidemment. Avant que tu lises le message, de quoi tu vas parler, Susu, aujourd'hui? Moi, je vais parler de The White Lotus. Oh, incroyable, on part en vacances. Et moi, je vais parler de votre tueur en série préféré, Dexter. Dexter. Pas celui avec dans le laboratoire. Hein. Dexter. L'autre. Oh, le laboratoire de Dexter, c'était vachement bien, ça. Avec Didi. Mais quel horrible personnage, Didi. Pourquoi? Je sais pas, elle a l'air vilaine. Mais pas du tout, ça va. Elle est juste... elle danse et elle... Non, ça va, non? Qu'est-ce qu'elle a, Didi? J'aime pas Didi. Trop envahissante? Peut-être. Tu n'aimes pas les femmes, peut-être? Touché. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Palmier. Grand arbre des régions chaudes, à tiges simples, nues et rugueuses, à grandes feuilles en bouquet. Gâteau sec de pâte feuilletée sucrée, doré au four. Suzanne, Toby, le merveilleux, le beau, le magnifique, il nous a fait un jingle. Il est super. Du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? Jingle. Ah oui, t'annonces toujours les jingles, hein, j'aime bien. Bah, c'est plus pratique pour toi, non? Non. Non, parce qu'à chaque fois tu nous refais beaucoup de Jean-Marie Picard. Pardon. Non, parce qu'à chaque fois tu dis... À chaque fois tu dis... Ok, donc là il est temps d'introduire. Et ben j'introduis... Jingle, et ben générique. Générique? Bah générique alors. Tu redis. Bah, tu as plus le truc. Attention, il arrive. Il arrive. Mais ça serait bien un jingle avec que ma voix qui dit les trucs. Je suis pas une mytho, j'ai dit voilà. On est en forme aujourd'hui, Kevin. C'est bizarre. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as regardé ces temps-ci? Rien. J'ai regardé des films en fait. J'ai regardé des films en fait. Ouais. J'ai regardé The Sweet East. The Sweet East? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une histoire qui est assez marrante en fait. Ça fait un peu conte. Enfin, c'est une nana, c'est aux États-Unis
Et c'est une ado qui est lycéenne. Et en fait, elle est en voyage scolaire. Dont je sais plus où exactement. Et en fait, il se passe plein de trucs complètement absurdes qui fait qu'elle bouge vachement. Je crois qu'elle change d'état. Mais elle bouge beaucoup, elle rencontre plein de gens et c'est un peu absurde et tout. À un moment, elle se retrouve genre actrice, elle est à New York, d'un coup ça devient une tête d'affiche. Enfin, et du coup, c'est un peu absurde, un petit peu surréaliste comme ça et c'était chouette. Mais Kevin sort de ce corps. Oui, mais ça parlait pas de famille, par contre. Désolée. Mais c'est pas une série, Suzanne. C'est pas une série. Du coup, la question ne se pose mais pas. du coup, la question ne se pose pas, donc Rien regardé de particulier, du coup. Même pas un petit Squid Game saison 2 ? T'as pas vu la saison 1 ? Si, j'ai regardé la saison, j'ai fini. Je l'ai dit au live que j'avais regardé. Ah oui, la mais tout le saison monde 2 de Squid Game. tout le monde n'était peut-être pas là. Très bonne transition, Suzanne. D'ailleurs, si jamais vous n'étiez pas là au live, aux incroyables épisodes Bouteille Awards, en compagnie de toi-même, de moi-même et d'une autre personne qui, peut-être, bientôt, sera parmi plus nous. ou moins là. Si jamais vous avez loupé ça, qui était en live sur la chaîne Twitch, enfin ma chaîne Twitch du coup, eh bien, sachez que depuis le 17 janvier, si je ne me trompe pas, le replay est disponible, ne t'endors pas Suzanne, tout va bien se passer, pas sur Spotify, pas sur vos écoutes préférées, mais sur YouTube. C'est un peu cochon, quoi. Par contre, c'est brut, il n'y a pas aucun montage. Ce que je voulais dire par cochon, je voulais pas dire que c'était porno, je voulais dire que c'était un peu grave. Ouais, il y a un moment, on ne sait pas, je grogne pendant 5 minutes, on ne comprend pas. Je fais très mal le cochon. Autant que tard, j'arrive à le faire, mais le cochon, non. Attention, les épisodes bouteilles se suivent, il faut avoir le lore. Oui. Il y a des private jokes. Donc, Squid Game saison 2. Ouais. Bah, vas-y. Toi, t'as regardé ? Pendant ce fameux live, moi, je n'avais pas regardé. Et j'ai regardé le dimanche qui a suivi les 7 épisodes d'affilée. Je suis catégorique, c'est de la merde. D'accord. Mais ça se regarde très très bien. C'est un super bon divertissement. Mais franchement, ouais. Ça passe très très vite. C'est super bien monté. Moi, ça me happe, en fait. Enfin, il n'y a pas... Mais au niveau de l'histoire, c'est de la merde. C'est compliqué, hein. C'est assez compliqué, mais moi, je trouve que c'était un bon divertissement entre Noël et Nouvel An. Histoire de digérer, c'était chouette. Et puis, en fait, oui. Toi, pourquoi ça t'a... C'est l'histoire qui te chagrine ? Ouais, parce que en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, déjà, la saison 2 a été faite de manière totalement... sous le coup de l'argent. Parce qu'il avait fini son histoire. Et c'est Netflix qui a fait « Allez !» Et lui a fait « Non !» Et Netflix a fait « Argent !» Et lui a fait « Ok !» Ouais. Et non, moi, ce qui m'a un peu... je pense que c'est un peu le retour de tout le monde, c'est la fin de la saison 2. Mais en fait, c'est ce qu'ils font, c'est des demi-saisons. C'est ça, mais ils appellent ça des saisons. Mais, et du coup, c'est un peu... Ah, ok, ça s'arrête là. Mais après, je trouve que ça marche toujours, le truc des jeux, ça marche toujours. Enfin, c'est catchy aussi. Ça te rappelle ta jeunesse quand tu torturais des chats dans la cour. Et là, c'est juste des tortures d'humains, finalement. Oui. Mais tu m'as dit oui de manière beaucoup trop... Oui. Bah oui. Je torturais Tu plein de faisais pas ça, toi ? Moi ? Non. Mais non. Mais Suzanne, on ne torture pas. Les enfants, à la rigueur, mais pas les chats. Non. Même si je suis allergique aux enfants. Alors, non. Le truc, c'est qu'au niveau de l'histoire, ça n'a aucun sens, tu sais. Le mec, il est là. On va pas spoiler. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Il est là, c'est la deuxième fois qu'il fait les jeux. J'ai l'impression de parler d'Interville. C'est la deuxième fois qu'il vient à Interville, Corée. Et le mec, il est en mode je sais les jeux, etc. Jusque-là, d'accord. Ouais. Mais par contre, le twist de la saison 1, je vais faire un geste à Suzanne. Oh, je suis méchant. Oui. Ça ? Oui. Non. Alors que c'était pareil dans la première saison. Et... Oui. C'est mon mais meilleur ça, j'avoue que j'étais un peu genre... Tu trouves pas que t'es toujours pote avec les 001 ? C'est vraiment louche tout ça. Donc ça se regarde très bien, très bon kebab, digne de Netflix. Sachant que, si je ne dis pas n'importe quoi, Netflix a dit en gros qu'ils voulaient jarter des scénaristes parce que de toute façon leur but maintenant c'est quasiment de plus faire de séries du coup de qualité, mais juste de faire des trucs en fond. Ouais. Pour que les gens mettent en fond, ils font autre chose. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'écrivais des trucs pour les cours en même temps que je regardais ça. Moi j'ai suivi, tu vois. Ouais. Bah ouais, après c'est assumé au moins. Oh, je t'imagine bien comme ça avec ta plume doigt là. Ah mais c'est elle est sympa la musique. C'est exactement c'est malin. comme ça. Il meurt. Non mais le pire de tout, c'est que du coup je le mets en français. Ah bah ouais. C'est ça le pire de tout, c'est bien doublé ou pas? Bah j'ai pas trop d'avis sur la question en fait. Enfin bien doublé. Oui. Enfin. Je regardais à moitié, j'écoutais à moitié. Non, c'est vrai que c'est pas infernal, tu vois. Enfin, moi, ça s'écoutait et y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, ça fait pas du tout honneur. Enfin, il y a des séries, tu vois. Je me dis, ok, non, ça, je le regarde en VO quoi qu'il arrive. Enfin,
Mais là, j'avoue, j'ai fait ok, rien à foutre, VF. Il y a les séries que tu regardes et les séries que tu mets en fond, quoi. Ouais. Mais c'est un peu triste de sacrifier des scénaristes pour ça. Mais bon, c'est Netflix, quoi. D'autres choses sur Squid Game? Non, mais Burger King a fait une collab. Je sais, j'ai un bonnet. Oh putain, je le savais. Mais je trouve ça abusé le fait, tu sais que je mange bien, remate-moi ce corps, je trouve ça abusé que il dénonce un truc vachement fort. Ouais. C'est totalement l'inverse qui se produit dans le monde réel véritable de la vie. Ouais. Mais j'avais écouté, alors je sais plus qui avait fait cette analyse, parce que je regarde beaucoup de trucs d'analyse YouTube actuellement. Je remettrai le nom de la personne qui avait fait ce... Enfin, je ne sais plus, mais c'était intéressant ce qu'elle avait dit. C'était qu'en fait, c'était une belle métaphore dans le sens où le créateur de cette histoire, de cette série, à la base, il voulait faire qu'une seule saison. Et à cause de l'argent, il y est retourné et que du coup, c'était intéressant ce parallèle entre son personnage principal qui est obligé de se retaper Et lui-même. et lui-même, et que c'était un peu c'était un peu grotesque, quoi. Même au-delà de ça, tu sais que je ne comprends pas pourquoi la saison 1 de Squid Game a aussi bien marché. C'est bien qu'elle ait marché, mais les gens ont crié au génie pour deux choses, pour le côté Battle Royale, alors que si tu t'y connais un peu en cinéma asiatique, c'est un truc vachement éculé. Et parce qu'il y a un truc qui est hyper connu, c'est Alice in Borderland. Ouais, aussi. c'est sensible. Enfin, c'est sensiblement la même chose. C'est du Battle Royale. Ils sont X et à la fin, il n'en restera plus qu'un, quoi. Ouais. Donc ça, c'est déjà hyper connu dans tout ce qui est même manga et je vais dire production asiatique de manière générale. Et les gens crient au génie parce que oui, un sein de gauche, parce que les pauvres contre les ultra riches. Alors. Oui, mais ça aussi, c'est un truc vachement utilisé dans tout le cinéma coréen. Il y a qu'à voir déjà Parasite. Ouais, ça parle littéralement de ça. Et il y a beaucoup de films qui parlent de ça. Et Bong Joon-ho parle littéralement que de ça. En plus d'avoir Tilda Swinton. J'aime bien Tilda Swinton. Je rebondis sur un truc qui n'a presque rien à voir. Il y a, je sais plus si c'est pour les Oscars ou les Golden Globes, mais il y a forcément la catégorie meilleure actrice de l'année. Et je crois que c'est le Hollywood Reporter a sorti un article et une vidéo d'1 heure où ils ont invité les 6 femmes pour parler entre elles de leur expérience. Alors je connais pas tout le monde et j'ai pas les noms, donc il y en a une que je vais oublier, je suis désolé, mais il y avait Demi Moore, Tilda Swinton, pour ça j'ai pensé à ça, Zendaya, Mikey Madison et Angelina Jolie. Et je suis désolé pour la dernière, j'ai vraiment oublié son nom, mais je ne connaissais pas vraiment cette actrice, j'ai pas regardé de film avec elle, et c'est super intéressant. C'est que en anglais, donc j'ai pas tout compris, mais très intéressant de voir ce qu'ils racontent et leurs anecdotes de tournage. Et finalement, est-ce que tu n'aimerais pas les femmes? Tu as compris mon double jeu, je suis Christophe Willem. Allez, rêve de vieux. On a le même dos. Alors, la tortue. Oui, c'est moi. Et c'est trop pipou de voir Tilda Swinton qui a la sagesse, l'âge finalement d'être, je vais dire une vieille actrice, c'est un peu péjoratif, mais c'est pas le but, c'est pour dire qu'elle a de la bouteille. C'est pas mieux de l'épisode bouteille. On devrait l'inviter. Qu'est-ce qu'on est bon ce soir. Je l'appelle dès que je rentre. Pas de soucis. Hello Tilda, je parle pas anglais. Et par exemple Tilda Swinton de dire à la petite Mikey Madison ou la Zendaya, c'est merveilleux ce que t'as fait. T'imagines, t'es une actrice qui débute, t'as 25 ans et t'as Tilda Swinton ou Angelina Jolie qui font. Franchement, t'es la relève, quoi. Et c'était super intéressant, donc je vous invite à regarder. Super. Merci pour cette reco. J'avais vu d'autres trucs, mais je pense qu'on a déjà bien gratté là. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Oui. Ouais. Eh ben, je te tends le bâton de parole. Hop là. Et emmène-moi en voyage. Donc je vais vous parler de The White Lotus. Aujourd'hui, tu as vu The White Lotus, Kevin? J'ai vu The White Lotus. Tu n'aimes pas The White Lotus? Bah attends, je vais te dire après. Ok. Attends, je mets le générique. Je te laisse choisir celui de la saison 1 ou celui de la saison 2? Saison 1 parce que j'ai beaucoup parlé de la saison 1, je pense. C'est parti alors. Allez. Générique. Alors, The White Lotus ou le Lotus Blanc au Canada. T'aimes bien faire ça, hein? Oui, j'adore. C'est une série télé du coup d'anthologie américaine, considérée comme une comédie dramatique satirique, créée et réalisée par, je vous le donne en mille, Mike White. Oh bah ça alors. Oh bah tiens. Diffusée, la première saison a été diffusée en juillet 2021 sur HBO. Il y a 2 saisons actuellement.
une 3e qui devrait sortir mi-février. Ouais, d'ici peu. L'épisode D'ici devrait peu. sortir début février, donc c'est dans la Oh, foulée. c'est parfait. Il y a à peu près entre 6 et 7 épisodes par saison, et c'est une bonne 50aine de minutes, un petit peu moins d'1 heure, je crois, me semble-t-il. Bien tassé. Donc comme je disais, The White Lotus, c'est une satire sociale avant tout, Comme Squid Game. comme Squid Game, et ça parle de lutte des classes, comme Squid ça alors. Game. Donc l'idée générale de The White Lotus, c'est qu'on suit des gens super riches et pas très sympas, donc dans des endroits paradisiaques, et en fait on les suit dans leurs vacances et dans leurs névroses, leurs angoisses et leurs problèmes qui prennent parfois des proportions un peu trop grandes, je dirais. Trop grande pour ce que c'est ou trop grande véritablement, tu le penses? Et ça part en live, quoi. Problème de riche, quoi. Problème de riche, non mais ça part... problème de riche. Non, on en dira pas plus. Je voulais t'entendre dire ça. Problème de riche, c'est tout. Et en parallèle, on suit aussi, du coup, un petit peu les employés de l'hôtel qui font un peu ce qu'ils peuvent, qui sont un peu bullies par ces gens extrêmement riches. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que The White Lotus, c'est le nom du groupe d'hôtels qui sont très très chics. Chaque saison, on va suivre un White Lotus, mais dans un pays différent à chaque fois. Donc la saison 1 va se passer à Hawaï. La seconde, on est en Sicile. T'attendais mon accent italien? Bien sûr. Je ne le ferai pas. D'accord. Ma T'as remarqué que j'ai fait les doigts aussi? Putain, quel con. J'ai le droit, je suis italien. Ah bon? 25%, plus ou moins. Mon grand-père était italien. Et mon autre grand-père était italien. Ah, puis le grand-père de Nathan aussi. Mais c'est génial. Ouais. D'ailleurs, il passe son temps à dire qu'il est un quart italien. Un quart. C'est son argument pour expliquer pourquoi il met autant de parmesan à chaque fois dans tout ce qu'il mange. Non, je remets du fromage, d'accord. Tu coupes les spaghettis? Donc je disais que la saison 2 est en Sicile, en Italie. La Sicile, c'est en Italie. Oui, la Sicile, c'est en Italie. Tout à fait. Et donc la saison 3, qui, je le rappelle encore, devrait sortir en février 2025. Tout à fait. Et là, on se retrouve dans Et où se l'hôtel... passera la saison 3? Waouh. Ah, pardon, tu allais le dire, excuse-moi. Je crois que tu repartais. Il me coupe sans arrêt. Ah, mais Tu n'aimes pas les femmes. Voilà. Bon, c'est juste toi. Allez, écoute, tu sais quoi, tu vas faire ton podcast tout seul, Oh, arrête. avec ton ingé son. Ah, c'est mon podcast. Voilà. Non, Suzanne. Avec tes micros. C'est notre podcast, on partage. Ah purée, on va y arriver. Pardonne-moi. Donc cette saison 3 qui sort en février 2025 et qui devrait se passer en Thaïlande. Avec qui dedans? J'ai les noms, j'arrive, laisse-moi le temps d'arriver. Le Cassafure. J'arrive. Oui, je fais des grands gestes très théâtraux comme ça. Donc, comme je disais, de façon générale, on suit donc chaque saison des nouvelles familles, des nouveaux couples, des nouvelles personnes, à quelques exceptions près. Mais je vais y revenir. Et donc, en termes de casting, The White Lotus, c'est quand même un peu de beau monde. On est d'accord. Notamment, je vais lancer comme ça quelques Des noms. noms à la volée. À la Attrapez-les. Hop là. Attrapez-les, prenez-les. Google, lisez. J'ai googlé, je sais pas le dire. Donc saison 1, on retrouve notamment Murray Bartlett qui joue le directeur de l'hôtel et que vous avez forcément vu dans plein d'autres trucs. Et récemment dans The Last of Us, il fait Frank. C'est celui qui a une une belle histoire d'amour avec le survivaliste Bill. Tu vois? Oui, mais je vois. Voilà. À un moment, il plante des fraises et tout, c'est mignon. Oui. On trouve aussi Connie Brighton dans la saison 1 qui a joué plein de trucs, dont un truc que j'ai pas vu, mais je vois très bien le visuel. Ça s'appelle Nashville, et c'est une série sur la country. Tout à fait. Également Alexandra Daddario, qui sonde et aspire votre âme avec ses grands yeux bleu lagon. Tout à fait, qui est Tu dans My Fair Lady, pas My Fair Lady, My Fair Witches, là, en ce moment. Ah. Ouais, elle joue une sorcière. Oui. Et moi, je la connaissais parce qu'à l'époque, elle jouait, tu sais, dans le truc Le voleur de foudre. Percy Jackson. Ok. C'est Elle vrai joue qu'elle a des très grands yeux qui aspirent. Elle a des très grands yeux comme ça, ils sont très bleus et t'as l'impression qu'elle elle va te t'hypnotiser comme ça. Après, elle est très jolie. Hein. Et également Sydney Sweeney, qui joue dans la saison 1, qui en fait a aussi explosé cette période-là parce qu'elle jouait dans Euphoria. Oui, Euphoria, Anne Mentels aussi. Elle a fait une petite apparition, je sais plus quelle saison. Dans quoi? Anne Mentels. Ah, The The Anne Mentels. La servante écarlate. La servante écarlate, oui. Oui, c'est vrai qu'elle a un rôle sur une saison, ouais. The Handmaid's Tale, c'est une série dont j'aimerais bien parler. Ah, je serais très intéressé de savoir ce que tu as à dire dessus. Bah, j'ai vu que la saison 1. Non. Non, j'aime que la saison 1. Pardon. Eh ben, moi aussi. C'est normal. C'est celle qui vient du bouquin. Nous sommes des gens sensés.
Voilà, saison 2, on retrouve, alors je sais que tu l'adores, Aubrey Plaza, que vous connaissez parce qu'elle a joué dans Parks and Recreation. Et Légion. Et Légion. Moi, elle me gêne pas plus que ça, mais c'est peut-être pas toi. C'est Renaud, Okidoki Papi. Okidoki Papi qui déteste Aubrey Plaza. Qui adore son jeu monolithique et qui transperce aussi ton âme. En fait, c'est soit elle fait rien, soit elle en fait trop. Mais justement, dans White Lotus saison 2, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Mais elle aussi, elle a des grands yeux qui aspirent ton âme. Oui, elle a des yeux qui très ronds. J'ai aussi noté Michael Imperioli qui a joué dans Les Sopranos. Mais j'ai pas vu Les Sopranos, mais je me suis dit que c'était notable pour le dire. C'est l'italien. Theo James, qu'on a vu récemment dans The Gentleman. Je sais pas si t'as vu cette série. C'est dans ma liste, mais je l'ai pas vu. Et j'ai noté également F. Murray Abraham, qui est apparemment très connu pour son rôle dans Amadeus de Milos Forman, le film, bien sûr, et Le nom de la rose aussi. Je sais pas si tu vois du coup de qui je parle. Je vois tout à fait de qui tu parles, le vieux monsieur. Et il y a aussi un acteur, je ne sais plus le nom, mais c'est l'acteur asiatique, qui est le copain d'Aubrey Plaza. Ah oui. Au départ, lui, il est pas acteur. Il fait des séries. Et il a fait la série anglaise Flowers, qui est vraiment très, très bien. Ok. J'avais envie de parler de Flowers un petit peu. Et j'ai vu ça en faisant mes recherches, mais alors c'est un peu triste, mais j'ai vu que le compagnon d'Aubrey Plaza est mort. Enfin, il s'est suicidé. Il est mort. Le véritable compagnon d'Aubrey Plaza. Ouais, il est mort le 3 janvier et apparemment il faisait une petite apparition aussi dans The White Lotus. Et saison 3, on va retrouver notamment Emily Wood, c'est l'actrice de Sex Education qui est un peu chou et qui a des dents un peu en avant comme ça. Je l'adore. Tu vois, elle est dedans. Et notamment, j'ai noté Walton Goggins qui fait la Ghoul dans Fallout. Fallout, on s'est littéralement foutu de ma gueule pendant le live. Et il est dans The Shield aussi. Il est dans The Shield. Il est merveilleux, j'adore cet acteur. Il a joué dans les Tarantino aussi, enfin il est super. Il a une gueule quoi. Ouais. Et dans les Gemstones, qu'on a déjà parlé dans ce podcast. Mais vous suivez bien évidemment. Bien sûr. Donc tout ce beau monde. Non, une trop belle tête d'affiche. C'est chouette. En fait c'est très... quand tu fais un truc anthologique, même si les gens ne savent pas, ils voient une affiche comme ça, avec que des têtes connues, ou des gens qu'ils ont vu quelque part. Ça attire, tu vois. Oui. Il y a un appel d'offres. Un appel d'air ? Un appel d'air. Et donc, je parlais d'une exception dans la saison 1 et dans la saison 2, on retrouve une actrice qui s'appelle Jennifer Coolidge. Tu vois qui c'est, Jennifer Coolidge ? Oui. C'est une actrice qui est assez emblématique des années 90, début 2000. C'est la dame, j'ai mis c'est la dame sexy, un peu ronde à forte poitrine, très blonde, que vous avez forcément vu un moment aussi, quelque part dans votre vie. Elle a joué dans American Pie, j'ai jamais vu American Pie, mais j'ai vu que c'était la mère d'un des personnages principaux. Vous la connaissez aussi parce qu'elle a joué dans Two Broke Girls. Je sais pas si t'as vu cette série. Non plus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu les rôles emblématiques. La Revanche d'une blonde, Zoolander. L'histoire de Cendrillon, ça j'ai vu l'histoire de Cendrillon. Mais elle joue beaucoup de son... En fait j'ai l'impression qu'elle fait des rôles pour sa carrure. Tu vois, de bimbo un peu écervelé. En fait, elle a un peu... C'est toujours la même... C'est les rôles de Jennifer Coolidge, quoi. Ouais. C'est, tu sens qu'elle ne s'adapte pas, en fait, au personnage. C'est le personnage de Jennifer Coolidge. C'est toujours une dame bien en chair, toujours habillée très très moulant, avec des cheveux très blonds, qui a l'air d'être toujours un peu à côté de la plaque, quoi. Elle apparaît du coup dans The White Lotus. Elle a toujours un peu cette même DA. Mais la série l'a beaucoup remis sur le devant de la scène, a beaucoup revalorisé son talent tragicomique. Et elle a gagné notamment de très belles récompenses, comme un bon gros Golden Globe en 2023. Elle était très émue d'ailleurs. Ouais. Elle est très contente. Ouais. Ça fait un peu plaisir, quoi. Oui. C'est chou. Et donc, Jennifer Coolidge, elle joue le personnage de Tanya McCoy, qui est devenu un personnage plutôt iconique, notamment pour ses punchlines, telles que « There's gays, they're trying to murder me ». Tu mettras la vraie version. Alors si je trouve... Oui, tu vas trouver, c'est sûr. Tu penses que je vais trouver ? Ouais, c'est sûr. Ok. Je vais laisser ça. Je vais laisser toi qui imite, c'est beaucoup mieux. T'as mis la version ? Oui, oui. J'ai trouvé, c'était facile. Please, these gays, they're trying to murder me. Donc cette dame-là, c'est une riche héritière qui, dans la première saison, en fait, elle vient de perdre sa maman. Elle est pas bien, elle est un peu perturbée, donc elle prend des vacances dans le White Lotus de Hawaï. Et elle espère pouvoir en fait relâcher les cendres de sa mère aussi dans l'océan en fait à cette occasion-là. Voilà. Mais peut-être que je vais parler de la saison 1 de façon plus générale et C'est toi qui je fais ce que je veux. Ok. C'est ton moment. Donc, C'est ton moment. Donc je continue un peu sur Tanya.
Tanya, quand elle arrive à Hawaï, dans le White Lotus, elle va vite faire la rencontre d'une dame qui s'appelle Belinda, qui est employée. Je crois d'ailleurs que Belinda, on va la retrouver dans la saison 3, au White Lotus, et qu'elle gère globalement l'espace bien-être. Et Belinda, elle va prendre en charge Tanya, elle va lui faire un super massage. Il y a un peu de spiritualité, et en fait, Tanya, elle va voir ça comme une épiphanie. Tu vois, elle va dire, putain, c'est incroyable, cette meuf, elle a des doigts d'or. Elle a des doigts d'or, quoi. Elle a des doigts d'or, elle m'a fait tellement de bien, et en fait, elle part dans un délire où elle dit à Belinda, écoute, c'est génial ce que tu fais, on va monter un truc ensemble, je vais te filer des thunes, ça va être super. Et Belinda, elle est derrière en mode, putain, ça va être génial et tout. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de Tanya, il va lui arriver plein d'autres choses, mais voilà, je sais pas pourquoi je suis arrivée là-dessus. Bah, c'est surtout le personnage qu'on retrouve dans la 2e saison et qui fait le lien, enfin qui fait le lien, oui et non. C'est pas le personnage principal. C'est pas le personnage principal, mais elle fait le lien. Mais en parallèle du personnage de Tanya, on va suivre du coup d'autres gens, notamment un jeune couple qui viennent de se marier et font leur honeymoon. Au White Lotus de Hawaï. Ce couple, c'est le couple de... Comment on pourrait dire ces deux jeunes personnes s'appellent Shane et Rachel. Est-ce que tu te souviens de Shane? C'est horrible. Ils sont horribles. Donc lui, il est pété de thunes, globalement, Shane. Elle un peu moins, mais elle a fait un beau mariage. Et tu sens qu'elle se pose pas mal de questions, elle a un peu des insécurités entre son ambition professionnelle dans le journalisme et ce qui semble être un peu attendu de la part de son mari d'elle. Tu sens qu'elle est pas certaine, qu'elle se pose des questions, qu'elle se sent un peu bridée dans ce mariage. Bah c'est surtout parce que c'est un gros con aussi, l'autre. Hein. Oui. Ah, j'arrive. Non, mais Et pourquoi est-ce qu'elle a des insécurités, Rachel? Parce que c'est un gros con, l'autre. Parce que c'est un énorme con. En fait, on le sait très rapidement que Shane est une énorme merde humaine. Parce que pour vous expliquer, vous posez le tableau directement. Shane et Rachel arrivent à l'hôtel. Ils ont pris une chambre. En fait, je crois que c'est même pas lui qui a pris la chambre, c'est sa maman qui a pris la chambre. Et il arrive, et quand il visite la chambre, qui est magnifique, c'est une des plus belles chambres de l'hôtel, il est pas convaincu que c'est cette chambre-là qu'il avait réservée. Parce qu'il y a une histoire de vue où il était pas sûr sur les photos, mais la chambre est sublime, elle est superbe, je crois que c'est la chambre ananas ou je sais pas quoi. Et en fait, du coup, il va se prendre la tête avec le directeur de l'hôtel et il va y avoir sur toute la saison une espèce d'obsession de plus en plus grande sur cette histoire de chambre et cette histoire de bisbille entre le directeur et Shane. Tu me diras si je me trompe, mais Shane est toujours en mode... le directeur se fout de ma... Alors, toujours là pour les occupants des chambres et les clients, mais dès qu'il peut mettre des petits taquets, il essaye de le faire avec le sourire. Ouais. Mais Shane est un gros connard qui râle tout le temps, insupportable, et il est en mode psycho, genre, il fait tout pour m'énerver, il mérite des baffes. Parce qu'effectivement, en fait, le directeur s'est bien planté, en fait. Il y a eu effectivement un petit échange de chambres. Malencontreux, mais bon, ça reste quand même les 2 chambres les plus luxueuses du truc, quoi. Et bref, on va avoir une espèce de tension qui va exploser à un moment. C'est assez exquis à regarder. On suit également une famille, donc un couple, ses 2 enfants et la copine de la fille. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Ça sera mon argument, mon propos principal. Ils sont horribles. En fait, la mère, c'est une grande figure un peu de la tech, tu te souviens ? Oh oui. Donc elle bosse beaucoup, la mère, tu sens qu'elle a un peu du mal c'est un peu une control freak, elle a besoin un peu de tout gérer, de tout contrôler, en même temps elle arrive pas à s'arrêter de bosser. Il y a le père, lui, il est un peu plus tranquille, un peu plus chillax. Mais le père, en fait, avant de partir, il a dû faire des examens médicaux et en fait, il est persuadé d'avoir un cancer des testicules et il fait absolument chier tout le monde. Donc, il se mate les testicules absolument tout le temps et il est persuadé qu'il va mourir. Attention, il y a quelques plans bits. Il y a quelques plans bits. Ils préviennent pas. Hein. C'est vraiment coupure, bam, oh, gros sexe en protection. Oula, j'étais pas prêt à avoir une boule. Donc, il est persuadé, il a l'impression de passer ses derniers moments avec ses enfants. Enfin, oh, putain. Je tousse et je ris en même temps, pardon. Parce que ça me fait rire. Oui, il en va viens avec moi, on va faire la plongée. Eh oui, il a besoin de rendre tout ça magique parce qu'il se rend compte, il parle à ses enfants, ils comprennent rien. Enfin, c'est surtout avec son fils en fait. Son gamin, il comprend rien. Il lui fait des grandes leçons de morale sur la vie et tout. T'as le gamin en face qui est là, mais en fait, moi, je veux juste jouer à la Switch en fait. Genre, qu'est-ce que t'as ? Bref, donc c'est insupportable aussi. Et on a du coup la fille qui est là avec sa copine. Donc c'est Olivia. La fille de la famille, et Paula, sa pote.
De prime abord, elles sont un peu petites pestes. Un des premiers plans du premier épisode, en fait, tout le monde arrive sur l'île en bateau et elles regardent chaque personnage, donc les personnages que nous on va suivre, et elle leur invente un passé ou une vie. Et c'est vraiment des petites pestouilles, quoi. Oui. Ça donne un peu le ton général de la série, c'est assez acerbe et satirique, quoi. Au début, elles sont assez copines, puis il va commencer à y avoir des petites tensions qui vont se créer entre elles, notamment pour des raisons un peu de relations amoureuses, mais aussi parce que c'est un peu le nerf de la guerre de la série, c'est de parler aussi de la lutte des classes. Je suis pas complètement certaine, mais il me semble que Paula, enfin, c'est quasiment sûr, mais elle est invitée par la famille de sa pote. Oui. C'est une personne qui est un petit peu plus, on va dire, modeste, je pense. Oui. Et surtout, c'est une personne racisée. Et en fait, Paula, donc, c'est une copine de fac de Olivia, et Paula, elle est quand même vachement... Oh, c'est une woke, quoi. Encore ces sales bêtes. Mais non, je me fais y croire. Non, elle est quand même vachement au fait, elle connaît plein de choses sur les luttes sociales, sur la lutte des classes, et surtout, elle s'y connaît, enfin, elle est vachement consciente du côté hyper colonial qui a cette espèce d'ambiance dans l'hôtel, quoi, où tu sens qu'il y a des shows en mode, hey, on est à Hawaï, du coup, on va faire un espèce de spectacle. Du coup, question, parce que je ne me rappelle plus. Oui, Kevin. Elle qui s'y connaît bien, est-ce qu'à un moment elle répond au père qui est totalement teuteux par rapport aux questions racisées, ou est-ce qu'elle ne dit rien et elle sourit en mode alors qu'elle sait très bien, enfin elle tanque? Je crois qu'elle tanque beaucoup, en fait. Mais elle balance pas des trucs à un moment, j'ai des souvenirs aussi où elle balance des trucs, mais ça ne prend pas, en fait, de l'autre côté. Sa pote en a rien à foutre, en mode mais qu'est-ce que tu fais? C'est les vacances, c'est nous la cocaïne. Elle n'a pas cette voix. Pauvre Sydney Sweeney. Revenons à notre pote Paula. Notre pauvre pote Paula, qui va être en dissonance cognitive sur toutes ses vacances. Et voilà, et qui va un peu fermer sa gueule, mais il va se passer un truc, j'ai pas envie de spoiler, mais je pense qu'elle ne sera plus très très copine avec Olivier. Mais il y a surtout un truc, c'est que le tout début de la série... Ah oui, je sais pas si je voulais en parler ou pas, mais en fait, ça peut être pas mal quand même. Attends, je te le dis et tu me dis, moi ce que j'ai pris, c'est comme t'as dit, c'est qu'on apprend qu'il y a un truc qui se passe. Oui. Mais surtout, chaque épisode représente une journée. Et c'est au bout de ces 7 jours... Ah oui, c'est ça. On sait qu'il y a la chose qui arrive. C'est vraiment une semaine... C'est une semaine complète de vacances. C'est vrai, tout à fait. Enfin, moi je l'ai pris comme ça. Il me semble que c'est ça aussi. C'est ça. Bon, pour un peu éclairer votre lanterne, parce que là, vous êtes un peu dans le brouillard. Parce que là, les gens se disent, j'en ai rien à foutre de voir des riches en vacances. Mais de quoi parle-t-il? C'est bon. Non mais oh. Alors, en fait, ce qui se passe, parce que oui, je l'ai pas dit, je suis partie tout de suite dans mes histoires, là, etc., de lutte des classes. Mais en fait, la toute première scène de cette série, on est à l'aéroport et on voit Shane. Shane, notre bon vieux gros con, là. Connard. Et en fait, Shane, il regarde par la fenêtre du terminal. On est en train de mettre une grosse boîte à taille humaine dans la soute de l'avion. Pas banal. Que s'est-il passé? Mais il faudra regarder les épisodes. Voilà. C'est ça qui attire. C'est ça qui fait que vous allez avoir envie de regarder des riches en vacances complètement névrosés et pas sympas. Voilà. Et c'est un peu j'allais dire la redingote, pas du tout. Le truc, la marotte. Parce que dans la saison 2, c'est pareil. Il se passe un événement qui attire quelque chose. Et c'est au bout de... Donc je suppose que dans la saison 3... Ça sera certainement la même limonade. C'est vraiment la chaîne d'hôtel la plus maudite de l'histoire. Tout à fait. Je vais peut-être pas parler de la saison 2, du coup, parce que effectivement, c'est un peu... On garde un peu la même idée générale, avec d'autres gens. Plus ou moins détestable, ailleurs. tu trouves? Et en fait, je me souviens plus très très bien de la saison 2. Tu as vu la saison 2? Bien sûr que j'ai vu la saison 2. Je dirais moins détestable en fait, mais... C'est plus une question de je mets mon zizi partout, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de beats. Beaucoup de beats, il y a 2 prostituées aussi italiennes qui sont... C'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a tout... Beaucoup de cul. Beaucoup de cul, parce que ça tape la famille. Ça tape la famille, C'est vrai. Moi, ce que j'aime bien dans la saison 2, c'est que
Pardon, c'est parce que j'aime bien dans The White Lotus de façon générale. Je trouve que tous les personnages... Enfin, il n'y a aucun personnage bon. Ils sont tous au moins un peu pathétiques, quoi. Oui. Il y en a aucun, même les personnages qui sont pas riches, tu as les personnages qui vont peut-être plus subir un peu le truc, genre Paula ou le directeur d'hôtel ou tout ça. C'est pas des gens non plus hyper cool. Enfin, comme t'as dit, ils subissent, donc il y a des conséquences derrière ça, tu vois, tu tanques, à un moment tu peux plus. Qu'est-ce que tu penses visuellement de la série ? Qu'est-ce que je pense visuellement de la série ? Par rapport à quelque chose en particulier ? Photographie, couleur. C'est très lumineux. Ça t'a pas marqué ? Bah justement, je trouve ça très sombre. Ah ouais ? Ouais. En fait, ils ont, encore une fois, Okidoki Papi, merci, grand fan de Magnum, donc grand fan d'Hawaï, m'a dit qu'ils ont très bien retranscrit dans la saison 1 Hawaï, parce que c'est exactement ça. C'est super un peu poisseux. J'en parlerai aussi après dans Dexter par rapport à Miami. C'est ce moment, c'est ce côté où t'as du soleil, mais ça n'éclaire pas. Et c'est très sombre, poisseux, orangé. Tu sens que les gens ils suent directement. Et t'as pas envie. Cette moiteur d'été de canicule de pute. J'ai un problème avec la chaleur, pardon. J'aime quand c'est froid. Oui, c'est vrai, ça sent les aisselles mouillées. Hein. Ça sent les White Lotus saison 1, ça sent les aisselles mouillées. Dans la photographie. Ça t'avait pas... Moi, ça colle un peu. C'est un truc qui m'a un peu marqué. Et c'est pour ça que j'avais demandé justement à Okidoki Papi, mais vu qu'il y avait été, il m'a dit c'est totalement l'ambiance Hawaï. Ouais. C'est pas, on n'est pas sur du Los Angeles série, il fait beau, tout est lumineux, le ciel est bleu. Ça, le ciel il est orange, vert. T'as l'impression qu'il va flotter, mais en fait il fait juste moite. Parce que après moi, j'avoue que j'ai aussi pour le coup, j'ai plus de souvenirs de lieux de fous. Dans la saison 2, il y a un moment où ils visitent une baraque de malades. Ah ben c'est pas pareil, c'est la Sicile. C'est trop beau. Mais ça aussi c'est très bien présenté, la Sicile, tous ces trucs très ocre, jaune. Et c'est à l'italienne, mais c'est des pauvres gens qui n'ont pas de thunes tout autour, tu vois. T'as la Sicile qui est très très pauvre, et encore une fois des gens très très riches. Je suis même pas sûr que l'hôtel soit un endroit vraiment bien placé, c'est un peu en mode Las Vegas, ils ont planté. C'est là qu'on va mettre notre truc. Bam. Trump, salut. Et il y a ce côté-là. C'est moins flagrant, le côté lutte des classes dans la deuxième saison, mais elle est quand même là en filigrane par rapport au fait que ce soit la Sicile. Ouais. Et je sais pas ce qu'ils vont faire avec la Thaïlande, parce qu'il y a aussi beaucoup de tourisme par rapport à... Ouais. Ils n'ont rien, ils donnent tout. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais alors moi j'ai bien aimé globalement The White Lotus. Je trouve que c'est toujours un peu jouissif de regarder les ultra riches péter un câble. C'est marrant. C'est de la jalousie, Suzanne. Totalement. C'est... Oh, tu m'as percé un jour, c'est fou. Ouais, je sais. Tiens, éponge-toi avec ces billets. Non, globalement, moi j'ai bien aimé. Toi, je pense que tu as un avis différent, peut-être. Non, j'ai bien aimé White Lotus. Ah, bah tu m'as teasé pour... Bah, je sais, ouais. J'ai cru qu'on allait être en confrontation. Non, mais il y a de la famille, J'aime bien les familles qui s'entendent bien, mais j'aime bien les familles qui se détruisent aussi. Bien sûr. Eh oui. Et non, très, 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 très bien. La photographie est belle. C'est très beau. C'est juste que, un peu à la Six Feet Under, attendez, je m'explique, il se passe pas grand-chose, finalement. Même s'il y a le mais tu te fais pas chier, je trouve. Non, tu te fais pas chier, parce que c'est bien branlé. Même la musique est vachement... Tu parles comme un charretier, Kevin, c'est pas possible. Oh, ça va. C'est bien masturbé. Non, mais le truc, c'est que même la musique est bien. Tu sais, il y a ce côté un peu... j'ai envie de la refaire, mais je vais pas la refaire. Mais vous l'avez entendu, c'est un peu le générique. Moi, je m'enjaille à chaque fois sur le générique. Oui, mais moi aussi. Et ça s'adapte en fonction du pays. Oui, c'est ça qui est vachement bien. Mais oui. Et la musique va vraiment, vraiment bien avec l'ambiance. Il y a ce côté très dépaysant. Et en même temps, tu sens que c'est louche. Oui. Tu sens que derrière la peinture, il y a un peu de moisi. Et il y a des fissures. Bien sûr. Et de l'amiante. Et des rats. Des goûts. Dégueulasse. Non, c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Moi, je pense qu'il faut regarder The White Lotus. Mais c'est sûr que c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas Squid Game. Faut être de gauche déjà. Non, parce que les gens de droite vont faire... J'adore, je vais y aller en vacances. Mais c'est super. Oh, le jet ski. Ah, la moiteur d'Hawaï. Regarde ces poissons. Mais... Oh non, ce sont des migrants qui se sont noyés. Oh, mince alors. Oh, je suis tellement abrasive. Hein, oh là là, tu grattes sous la peau. C'est vrai. Je dis les choses. Hein. Putain, au prix où on paye le kérosène pour le bateau. On pourrait les aider. Trop tard. Du coup, je vais partir dans un autre débat.
Je suis pas sûre que ça soit des gens riches comme dans Succession. Dans le sens où c'est un peu des gens riches, un peu vulgaires, tu vois. Tu veux dire, c'est les... C'est des gens qui ont... Enfin... Et ils n'ont pas le mérite. Non, mais ils ont pas... Il a lâché le M-word. Non, mais tu sais, ils sont un peu... ça manque un peu de classe, tu sais, un peu. Alors tu verras que t'as pas vu Succession, toi. Hein. Non. Non, mais tu sais, dans le côté old money et je suis une grosse figure de la tech et j'ai plein de thunes et... Alors, je te rejoins... Est-ce que The White Lotus, c'est vraiment classe, en fait, comme hôtel? Non. Comme hôtel. Est-ce Non, que c'est pas pour, un espèce d'Hilton C'est pour attirer les pigeons avec des chaînes en or. C'est tu veux... Ah, excusez-moi, je voudrais un Coca Light, s'il vous plaît. Et pas zéro, un Coca Light. Bien sûr, ça fera 8,50€. Pas de soucis. J'en prends 2. Avec des glacons. Il m'a mis que 3 glaçons, l'enculé. Avec des glacons. Des glacons. Avec des glacons. Tout à fait. Mais il y a un peu de ça dans Succès. En fait, je te rejoins, mais j'ai envie de dire que White Lotus, c'est plus des gens... Je vais pas dire méritants, mais c'est des gens qui sont un peu tombés dans la richesse en mode... Ils montrent qu'ils ont des thunes. Oui, c'est Ils ça. sont juste là pour montrer qu'ils ont C'est des ça. thunes. Et ils sont un peu en mode... oui, on a eu des thunes, voilà. Et ça se voit un peu dans la saison 2, notamment, tu sais que il y a 2 couples de potes Les nouveaux riches, quoi. qui partent Oui. en vacances. Tout à fait. Et dont un couple qui arrête pas de... Enfin, c'est vraiment le jeune couple riche dans Ouais. le cliché le plus total, qui en met plein la vue à ses potes. Ah, le mariage était génial, c'est pour ça qu'on est venu ici et qu'on vous a invité. Hein. Tu prends pas de ton caviar. Mais oui, mais tu vois, dans Succession, on en reparlera sûrement un jour, il y a certains personnages qui sont un peu ça, mais ils sont au-dessus de ça. Sans Succession, et je leur dirais, c'est Game of Thrones, mais sans les dragons. Et la fourrure, quoi. The King in the C'est North. des familles qui veulent se couper la tête. Voilà, bah, c'est tout pour moi pour The White Lotus. Succès, c'était très très bien. C'est très Mais très c'est bien. toujours, en vrai, c'est toujours très très bien. Les gens vont dire que je te suce, mais je te jure, j'aime bien. Quoi? Non, je ne suce que Alors- les Fishermans, parce que je suis très mal à la gorge. Kevin, de quoi tu vas nous... Enfin, si tu as déjà dit, tu vas nous parler de Dexter, est-ce que tu... Je vais parler de Dexter, et avant toute chose, je vais te dire un truc qui est repris de quelque chose d'autre, et tu vas voir, ça va revenir souvent, d'accord? D'accord. Je ne sais pas si tu connais l'émission, la web série ou la chronique qu'il y avait sur internet à l'époque, ça va bientôt faire 10 ans, presque bientôt, qui s'appelait Chroma, fait par Karim Debache, Jérémy Morvan et Gilles Stella. Oui. Donc Chroma, le numéro 3, Karim Debache parle d'Highlander 2. Et il dit cette phrase, « Certaines choses ne veulent pas mourir ». Alors ça marche bien avec Highlander 2, mais tu verras que ça marche aussi bien avec Monsieur Dexter Morgan. Tu parles à cause de la nouvelle série qui va sortir ou pas? Certaines choses ne veulent pas mourir, D'accord. Suzanne. Sur cette phrase, Kevin, je te propose de faire une petite pause pour que j'aille faire pipi. Très bien. Ça ne te dérange point. T'as pas dit générique. Générique. Générique du pipi. Qu'est-ce que t'as parlé beaucoup, Suzanne? Inarrêtable, hein. C'est pour une fois que j'ai travaillé. Mais ne dis pas ça. Non, c'est pas vrai, je travaille toujours. C'est toujours travailler. Je prends toujours énormément de temps pour écrire, je vous jure. Personne n'est dupe. Ah putain, je le savais, ça te voit. As-tu vu Dexter? As-tu vu Dexter? Non, Surprenant, n'est-ce pas? j'ai pas vu Dexter parce que je pense que il y a trop de sang pour moi. Ah, tu es hémophobe? Non. Hémophobe, je Hémophobe? Hémophobe? non, j'ai pas vu Dexter. Alors peut-être parce que... Peut-être me trompe-je. Ouais, non, peut-être je me trompe. Non, j'aime bien trompe-je. Mon trompe-je. Ça passait sur Canal? Tout à fait. Voilà. Donc ceci explique cela. Je n'avais pas Canal. Tu n'avais pas de Et, tonton américain non plus qui pouvait te passer les épisodes? Non. Moi non plus. Oh, toc toc toc, mais qui voilà? C'est Adopi et l'Arcom. Alors ça va, la main dans la main? Vous venez pour le podcast? Bienvenue. Comment ça va? Alors ça fait quoi de baiser les gens? Dexter. Dexter, où certaines choses ne veulent pas mourir, donc une série dramatique qui a été créée par James Manos Jr. Et qui a été diffusée de 2006 à 2013 sur Showtime aux États-Unis.
Et comme tu l'as dit, elle était visible en France sur Canal+, mais aussi, semble-t-il, sur TF1. Alors, je pense très tard. Bah, l'année dernière, alors. Non. L'année mais dernière, à très, très, très 23h30, tard. le dimanche Et sur soir. NT1, à l'époque, comme on dit dans le milieu. Et Dexter, premier du nom, on y reviendra, a 8 saisons, réparties sur 106 petits épisodes. 106 épisodes d'une durée de 45 minutes à 1 heure. Ah ouais, quand même. Oui, tout à fait. Pour moi, ça, je le range dans la même catégorie que, tu sais, l'époque Desperate Housewives, ce genre de truc. Un peu. Ouais, c'est un peu... Tu sais, c'est un ça peu- corrobore les c'est niveaux une- sorties, je C'est crois. une hein. vibe un peu, tu Ouais, vois. ouais. Moi, je me revois mi-lycée, fin lycée. Il y avait les affiches de Dexter sur les abribus. Dac. Et c'est très très belles affiches de Dexter d'ailleurs. Il y a autant la série, il y a des choses à dire dessus en termes de qualité, autant très beau travail Très beau sur les visuel. affiches. Ouais, Très il y beau avait toujours un visuel. truc très très malin. Surtout la première saison où tu vois juste Dexter avec un petit peu de sang sur le Oui, visage. c'est ça. Hein. Et si tu regardes bien la main sur laquelle, c'est pas sa main sur laquelle Ah oui. il est, parce qu'elle est un peu blanche. Et j'ai aussi, je sais pas, des images de scalpel, de choses, trucs comme ça, un peu. C'est Non, possible. c'est possible, je sais plus. C'est possible. Pardon, je On te va laisse. écorcher tout ça. Oui, Tout à fait. Non, mais Non, mais je te laisse, pardon. Tu sais, c'est très Oui, non, convivial, je suis vraiment navrée, je te coupe. aucun problème. Est-ce que tu savais que Dexter s'était inspiré d'un roman? Pas du tout. Eh bien, c'est inspiré d'un roman Tu de m'en Jeff apprends Lindsay. une belle. Tout à fait. Mm. Jeff Lindsay, donc, qui a écrit une série de livres. Le premier s'appelant Ce cher Dexter, et il y a eu 8 tomes en tout. Et le 8e, d'ailleurs, n'a jamais été traduit en français. Ils en ont fait 7, ils ont fait d'accord. Et à la fin de la série, ils ont fait non, on va laisser dans le doute. C'est quand même dommage. Et la première saison de Dexter reprend plus ou moins le premier livre. Et après, chacun a pris un chemin différent. Au niveau du casting, nous avons donc Michael C. Hall. Qu'on a vu dans Six Feet Under. Oui, bien Oui, évidemment. bien sûr. Et dans plein d'autres trucs aussi. On a Jennifer Carpenter, son ex-femme, qui joue sa sœur dans la série. C'est compliqué, hein. Et on l'a vu dans... Ok. Ensuite, pêle-mêle, il y a Julie Benz, Eric King, Lauren Velez, David Zayas, James Remar et C.S. Lee. Des gens qui jouent dans Dexter que je n'ai jamais revus ailleurs, malheureusement, ou pas. Est-ce que tu vois de quoi à peu près que ça parle? Alors, On va faire un truc un peu participatif. ok, Et après, je te demanderai, est-ce que tu veux que je te raconte en global ou je te raconte le premier épisode de la série? d'accord. Alors, il me semble que c'est un mec, je sais plus ce que c'est son métier, mais il a un métier lié à... Je sais plus. Mais en tout cas, il tue des gens. Il tue des gens et... C'est un psychopathe, en fait. C'est ça, hein. Je sais Oui. pas. Oui. Mais je sais plus ce que c'est son métier. Dexter, Morgan, il travaille dans la police, à la police de Miami. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est expert en, on va dire, en taches de sang. Enfin, Ah, c'est un cleaner? Non, c'est pas... Non, c'est pas un cleaner. En fait, par Il- rapport il aux est tué. taches de sang... Ah, pardon, j'arrête pas de te couper. Non, non, excuse-moi. j'adore. Non, mais je suis désolée. Tirez-moi, j'adore. Non, oui, c'est ce Il que analyse. tu sais dire. Et voilà, il analyse des taches de sang, mais pas en mode... Enfin, il les analyse après coup au microscope, etc. Mais surtout, comment le sang sur une scène de crime a été splashé sur les murs. Il arrive très bien à refaire la chorégraphie du tueur à base de... Bah, il a mis un coup de chlasse dans la jugulaire, ce qui a fait frouch. Alors que là, on a juste une petite entaille, on voit que c'est peut-être juste un petit cure-dent dans la gencive. Voilà. Et il fait ça très très bien, et c'est toujours très très visuel parce que, tu sais, il met des poteaux avec des... Tu sais, les fameux fils que tu peux voir sur les tableaux. Ah, les tableaux de en recherche. liège. Voilà, le tableau Bien en liège. sûr. Avec... Bah là, c'est que Mm. des fils rouges qui vont de tâche en tâche. C'est très très beau, c'est très visuel. Donc ça, c'est son métier. Et comme tu l'as dit, c'est un tueur en série. Mm. C'est pour ça qu'il s'y connaît bien en tâche de sang. Mais c'est pas n'importe quel tueur en série. Parce que, certes, c'est un psychopathe parce qu'il tue des gens, mais tout ça est très prémédité. Et bah, la série nous apprend à aimer le personnage de Dexter. Bien sûr. Parce que d'un côté, on a le Dexter à la police de Miami qui ramène des beignets à ses collègues, il est tout content, il est tout sourire, il est toujours joyeux. D'ailleurs, dans le premier épisode, la chef de la police lui fait du gros rentre-dedans sa mère en mode « culbute-moi à l'arrière de la voiture ». T'avais totalement oublié que le personnage de Lagertha, du coup, voulait boum boum Dexter. Attends, quoi? Il y a le personnage de Lagertha, qui est la chef en charge de la police de Miami. Mais ça, tu parles de Viking, là? Non, elle s'appelle Lagertha. Ah oui, non, ne confonds pas les époques. Non, pas de Drakkar. Pas de Drakkar, pas de Ragnar. Du sang, du Dexter et des donuts. Rien à voir. Non, bien sûr, tu te trompes. Tu t'égares, voyageur. Désolée. Mais là, j'avais du coup un mix très étrange. Oui, elle s'appelle Lagertha. Ah, putain. Ah non, elle est blonde, elle a les cheveux noirs, elle est blanche, elle a la peau noire. Non, ça n'a rien à voir. Mais D'accord. elle veut boum boum Dexter. D'accord. Dans la team, donc il y a lui, il y a sa sœur qui est encore à la criminelle et qui essaye de venir dans la police de Miami véritablement en mode
plus haut gradé, je sais plus exactement quel grade. On a son collègue qui se caractérise par le fait d'avoir un rire horrible et de faire que des blagues de cul un peu trop beauf. Genre, je baisse des cadavres. MDR. PTDR. Ouais, alors qu'on ne ferait jamais de blagues sur ça ici. Hein. Sur les nécrophiles Non. Jamais. Extrait. On a un extrait sur tu finis la saison sur ça. Ce qui a fait notre succès. Et j'oublie que tout ce que je raconte est enregistré et que ça peut potentiellement ressortir. Mais entre nous. C'est du second degré. On peut plus rien dire. Et autre collègue, il y a Batista, qui est finalement le Mexicain à chapeau, qui est très très sympa et très très calé, et qui prendra de l'importance au fil de l'histoire. Et il y a Dux, je n'arrive jamais à dire, qui est le collègue petite moustache chauve noire, qui n'aime pas Dexter. Il fait, toi t'es louche. T'aimes le sang, t'es bizarre, machin. Et qui le moleste. Et Dexter fait toujours, je sais pas pourquoi il me déteste. Ça, c'est le Dexter de jour, qui fait très très bien son travail, etc. Ne serait-ce pas une version contemporaine de Dr. Jekyll et Mr. Hyde ? Je suis pute. Mais... Bof, parce que tu me diras, je connais que de la légende de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je n'ai ni vu, ni lu, ni entendu. Mais il me semble que lui, il se transforme sans le vouloir. Oui. Tel un loup-garou. Oui, alors que Dexter, c'est voulu. Dexter, en fait, c'est plutôt... c'est dans Kill Bill, David Carradine dit à Béatrice Kiddo, Uma Thurman, c'est que Superman est Superman, et c'est Clark Kent, son alter ego. Et là, c'est pareil. Dexter est un tueur en série, et c'est le Dexter de la police qui est son alter ego. Je vais pas dire qu'il l'a choisi, parce qu'en fait, on va apprendre au fil des épisodes qu'il a eu un traumatisme enfant où il baignait dans le sang de sa mère, qui a fait qu'il a vrillé, quoi. Il adore. Et donc, le véritable Dexter, si on peut l'appeler, comme ça, est un tueur en série. Il se considère comme quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Il se camoufle dans la foule et il fait semblant d'avoir des relations humaines et de s'entendre avec les gens pour paraître, entre guillemets, normal. Sauf que en fait, il se qualifie comme ça. On se rend compte qu'il va avoir des émotions parce que, déjà, Dexter a une petite amie. Une histoire horrible, c'est quelqu'un qui l'a sauvé d'une affaire de viol et donc elle ne veut avoir aucun rapport sexuel et lui, ça lui convient parfaitement parce qu'il ne veut pas avoir de rapport sexuel. Et elle a 2 mômes. Donc ils ont une relation, il explique dans le premier épisode qu'il a une relation très simple, finalement, où ils mangent des céréales et ils se parlent juste. Et ça va un peu dériver. Ça s'appelle Rita. Tu te rends compte qu'il a quand même des émotions. Il aime sa sœur, il a aimé son père, il aime bien Rita. Et en plus de ça, son père, qui était un ancien de la police de Miami, qui est à présent décédé, il le voit dans sa tête. Déjà, de temps en temps, il y a des petits flashbacks. Il a vu qu'il avait un truc bizarre. Dexter le qualifie comme le passager noir. Il dit qu'en lui, il y a une espèce de sensation, une personne qui s'appelle le passage noir qui est là et qui lui donne des pulsions de meurtre. Pour pallier à ça, son père lui dit « Écoute, si les animaux ne suffisent pas, on va établir un code. » Et donc c'est son père adoptif, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est son père adoptif, qui lui apprend à faire le code qui est globalement de très bien préparer la scène de crime. Donc, scène de crime classique, si on prend cette magnifique pièce d'enregistrement, il va prendre une petite après-midi pour plastifier tout ça, mettre sur une table, mettre les photos des victimes de la personne qu'il va tuer. Parce que Dexter ne tue pas n'importe qui. Il tue des gens qui ont échappé à la justice. C'est un justicier. C'est un peu un super-héros. Oh là là. Tiens. Des gens qui ont fait des choses horribles, hein, je te laisse imaginer tout ça. On est sur des mœurs pour cent, le retour, tu vois. Donc, alors, il essaye de tuer le plus souvent avec une lame en plein cœur, sans que ça fasse d'éclaboussures. Mais vu que c'est un tueur en série, Dexter, tu sais que les tueurs en série aiment garder des trophées. Et lui, son truc, c'est qu'il prend une petite lamelle, il coupe la joue de la personne et il garde le sang de la personne, qui va cacher dans son appartement à Miami, derrière le truc qui marche pas, le ventilo, là. D'accord, comment ça s'appelle la VMC. VMC. On va dire la VMC. Donc c'est son père adoptif qui lui a appris à faire ça. Et lui, il erre dans la nuit, en plus, c'est vu qu'il est policier, Dexter, hein, pas son père, vu qu'il est mort. Il a accès à tous les cold cases, en fait. Pratique. Très pratique pour lui. Ensuite, il les découpe et il les fout dans la baie. Ce qui va être très problématique. Très rapidement, ça va remonter à un moment. Mais bon, il fait sa vie comme ça dès qu'il a une pulsion et son passager noir. Dexter, somme toute, qu'on arrive à apprécier finalement parce qu'il essaye d'être normal et il fait passer pour un bon gars et nous on le voit comme un bon gars même s'il fait des choses horribles. Et finalement, même les choses horribles, c'est une espèce de justice, comme tu l'as dit et comme je l'ai dit. Il va arriver sur une scène de crime, de meurtre, et là, la dinguerie. Pas de sang. Cadavre d'une prostituée, coupé en quelques morceaux, disons une douzaine, pas plus, une demi-douzaine. Pas de sang. Dexter est fasciné. Dexter a le kiki tout dur. Non mais littéralement, il y a une scène... Enfin,
Il y a une scène où il repense au fait qu'il a vu ce cadavre Et- sans sang, et d'un coup, il agrippe la cuisse de Rita, tu vois, en mode... tu vois, J'ai du sang Ah, c'est ailleurs. bon. Voilà, il commence à avoir une... Voilà. la bite. Et il commence à avoir une espèce de fascination sur... Mais ce mec est un artiste, en fait. Et jeu du chat et de la souris, dans un premier temps avec le tueur du frigo, on va l'appeler le tueur au frigo, et Dexter, parce que l'un va savoir très très vite que l'autre le recherche et qu'il tue aussi. Son Moriarty. J'étais un peu chat. Et plus tard... T'es un peu chat? J'étais un peu chat, miaou miaou. Jeu du chat et la souris avec la police. Police et Dexter. Parce que, en fait, chaque saison, sur les 8 saisons, chaque saison est très... je fais des gestes. Cloîtrée. Enfin, c'est vraiment une saison, une histoire. Même s'il y a toujours des fils rouges et des personnages qui reviennent, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, la première saison, ça va être le tueur du frigo. La deuxième saison, c'est oh bah, y a des morceaux de cadavres qui remontent de la baie. On va l'appeler le boucher de Berbor. Sauf que Dexter va chercher le boucher de Berbor, sauf que c'est lui-même. Ah, le con. Bah oui, bah le con, c'est qu'il va falloir qu'il fasse sa couverture. Le troisième, c'est encore une autre histoire. Attends, je l'ai noté. Je fais du droit, viens, on tue des gens. Il va avoir maître-élève. Il y a ce côté maître-élève, à un moment, il va essayer d'inculquer un code aussi à quelqu'un, ça va dégénérer. La quatrième saison, c'est un autre tueur qui s'appelle le tueur de la Trinité, c'est la meilleure saison. Et après, on s'en bat les couilles parce que ça pue la merde. 5, 6, 7, 8, poubelle. Genre, on a mis des cadavres sur des chevaux, attachés par des cordes, avec leur tête qui pend, les cavaliers de l'apocalypse. Oui, bon, voilà. Pas très intéressant, malheureusement. Et est-ce qu'il commence à se faire un petit peu au fur et à mesure remarquer, ou est-ce que son collègue qui le déteste tant va peut-être commencer à Je vais te faire un sérieux signe. doute. Je vais te faire un signe de tête. Oui. Au bout d'un moment, quand t'as une série qui fait 8 saisons, donc 8 ans, tu te rends compte que la saison 4 reste la meilleure parce qu'il y a un super twist à la fin et ça marche très très bien. Et t'as envie de savoir la suite, comment Dexter va rebondir, j'ai envie de dire encore. Mais le gros écueil... Écueil ? Oui, Parce que j'ai appris, j'employais mal les mots des fois. Donc le gros écueil qu'a la tu série... disais accueil avant. Non, Gros accueil. par rapport à d'autres mots. Mm. C'est que la saison 5, 6, 7 et 8, finalement, t'as un storyboard, t'as un chemin de fer qui est toujours le même. Ça va être... Dexter, il arrive, il a des problèmes parce que par rapport à la fin de la saison précédente, c'était compliqué. Il commence à tuer, il dégénère un peu, il se rend compte qu'il y a un tueur en série. Le tueur en série va commencer à le chercher. Il va se faire des ennemis ou des amis. À la fin, il y a quelqu'un qui est toujours très très proche de trouver c'était qui. Soit il le tue, soit il le tue pas. On passe à la saison suivante. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Le twist des Ça se 4 réapplique. dernières saisons, c'est les mêmes twists de fin, à part la 8ème saison. Est-ce que tu as des questions sur le niveau histoire ou réalisation ? Enfin, je vais donner mon avis maintenant, si tu l'acceptes. Donne ton avis, Kevin. Bah, j'aime bien 4 saisons et j'aime pas 4 saisons. C'est ce que j'avais cru comprendre. C'est pas que je les aime pas, mais T'es au bout d'un moment, mi-figue mi-rigan. Mi-raisin. Oui, mi-figue, mi-rigan. Mais, parce que l'Amérique. Non, c'est... Oh, il est malin. Non, pas trop. Ouais, c'est trop redondant à la fin, et tu commences à voir les ficelles du truc, et... Sorti quand déjà, t'as dit 2008 à 2013. Ah ouais. 2006 à 2013, pardon. Ah oui. Mais le truc, c'est que comparé à Hannibal, bah, les scènes sont moins graphiques. Mais il y a quand même des choses intéressantes, parce qu'il y a cette capacité incroyable où tu t'attaches quand même à quelqu'un qui est pas sensiblement gentil. Attachant. Et il faut savoir que Dexter, en France, c'est passé sur Canal parce que personne ne voulait la programmer, parce qu'on ne montre pas un tueur en série. Tu sais, c'était 2006, on est encore sur... J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais The Shield, qui est une série avec un anti-héros sur des flics ripoux, pareil, c'était la première fois que t'avais vraiment tu voyais le mauvais côté des bonnes personnes, je mets des guillemets, qui sont censées être les bonnes personnes, les représentants de la loi. Et là, c'est pareil. Il y a Breaking Bad qui va arriver dans le coin, où aussi un prof de chimie normal va faire de la drogue et rentrer dans la criminalité. Là, t'as carrément un tueur en série. Ça faisait trop. À l'époque, c'était en mode waouh. Breaking Bad, c'est pareil. J'en reparlerai un moment. Personne ne voulait la programmer. C'était sur Arte, non? Et c'est Arte qui l'a programmé à 22h05. Quel coup de génie. Ouais, mais ils ont programmé que les 2 premières saisons, je crois. Ah. Après, le tonton américain a fait la suite. Donc déjà, petit choc télévisuel de suivre un tueur en série. Et pourtant, on s'y attache. On a l'impression que ça reste une bonne personne parce qu'il veut quand même aider des gens, alors qu'on rappelle qu'il dit qu'il n'a pas de sentiments, tu vois, il ne ressent rien. Il y a tout le côté où il y a des bons flashbacks et on voit son père à chaque fois qui lui dit « Non, tu ne devrais pas faire ça ». Tu sais, c'est vraiment le
Non, Simba. Voilà. Non, mais c'est ça, s'il le Tu voit as dans le ciel, tu oublié vois. en oubliant Tu dois qui faire tu ça, étais. tu dois aider cette personne. Donc il a le passager noir, et on va l'appeler le passager blanc, qui est les réminiscences de son daron. Après, qu'est-ce que il pouvait faire dans l'histoire de Dexter? Parce que t'as les trucs un peu classiques que t'as en début de saison, où t'as l'autre tueur en série qui va être son rival, t'as le fait que... Ce qui est super intéressant, c'est comment il arrive à cacher le fait que c'est un tueur en série, et que peu à peu des gens vont découvrir ça. Le truc du maître-élève, le truc du tueur en série plus gros que lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire peut-être? Aller voir un psy? Oui. Ça aurait été une solution. Bah ils l'ont fait, hein. Tiens, si j'aimais ma sœur adoptive. Bien sûr. Bah ouais. Mm. Cool, hein. Horrible. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Donc, j'ai marqué une super phrase. C'est la descente aux enfers des scénaristes sous tramadol. J'ai pas mieux, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le showrunner de base, au bout de la 4e saison, il est parti. Il avait une vision très simple de la fin, simple pour lui et simple dans la résolution de la chose, ce qu'ils n'ont pas fait les scénaristes. Ils ont essayé de traficoter des trucs totalement nuls à chier. Donc il y a des horribles moments comme le fait où il va chez le psy et oh mon dieu, en fait j'aime ma sœur. Je sais pas pourquoi. Ils savent plus quoi foutre de leur personnage et le final est horrible et je vais spoiler le final. Ah, parfait, parce que je comptais pas la regarder. Spoiler zone. Dexter dans la saison 8 est bien embêté parce alors à partir de ce moment sa sœur sait que c'est un tueur en série mais elle a pas osé le buter. D'ailleurs, attention je spoil encore, hein. À la fin de la saison 5, Debra, sa sœur, Des bras? c'est son nom. C'est pas... Y a pas de haut? Non, Debra. D'accord. Comme les deux trucs qui bougent à côté de mon D'accord, torse. ok, ça marche. Des bras. C'est ok. Ah bah il lui a pas coupé Ok. Elle a gardé ses bras. Bah oui. Eh ben Debra trouve le tueur en série du boucher de Béarbor. Elle a retrouvé un bras, je pense. Non, parce que c'est son frère, tu sais. Ah oui, Et ils sont juste séparés par une fine couche de trucs de sang. plastiques. Ah, Tu ne vois pas. d'accord, ok. Et elle est là, elle fait « Je sais ce que t'as fait, mais j'ai compris que t'as fait des bons trucs, donc je vais pas t'arrêter. » Et elle se barre. Ah oui. Saison 5, On hein. est là-dessus. Descente aux enfers. Donc ouais, j'ai envie de baiser mon frère aussi, super. Debra meurt à la fin de la saison 8. Et en même temps, il y a une tempête à Miami. Ah, Dexter se bat j'adore. contre un type, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Il prend le bateau pour mettre le corps de sa sœur dans l'eau. Il se fait machin par la tornade. Tout le monde pense qu'il est mort. Tout le monde sait que c'est un tueur en Ah, série. j'adore. Il meurt pas. J'adore, c'est si chaotique. Il meurt pas. Il se réveille plus loin dans une cabane en bois. Il a une barbe dégueulasse faite avec des Oh poils oui. de pubis et il devient bûcheron. J'adore. C'est super. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'étais pas content. J'étais vraiment pas content. Faut pas faire ça. Parce que du coup, ça n'a pas de sens. Dexter devait mourir. Mais certaines choses ne veulent pas jamais. mourir. Et vu que certaines choses ne peuvent pas mourir, et bah 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle saison de Dexter. C'est Et oui. bizarre, tu trouves pas qu'il y a un truc hyper nostalgique En général, tu veux dire? Oui, il y a que des remakes de trucs, en fait. Ouais. Il y a plus de trucs originaux. C'est comme dans les jeux vidéo. En fait, et comme dans le cinéma, ça s'explique très simplement par l'argent. Mais si on creuse en profondeur, c'est un truc très simple. Aujourd'hui, pour faire du pognon, c'est plus facile de rentabiliser sur quelque chose qui a déjà été aimé, parce qu'on sait qu'il y a une fanbase, que de créer une nouvelle IP. Mm. Et ça se voit avec Star Wars, Marvel, et c'est pareil, comme je Mais te là, dis. même avec Gladiator et tout, les trucs, Mais parce des qu'en trucs fait- des années 2000 qui étaient hyper choufou, Mais tu oui, sais, de... mais parce que des gens ont vu Gladiator et ont Ouais. aimé Gladiator. Ouais. Et c'est pour ça que c'est encore une fois, de copies. Enfin, mais des suites de suites. Parce que c'est toujours plus facile. Un nom ne suffit plus. Bah, c'est facile et pas facile dans le sens où je me dis t'as plus de chances de décevoir en fait aussi. Non, Tu parce vois que ça fait des entrées. Parce que les gens vont voir. Parce que tu sais que c'est un truc que t'as aimé et tu sais qu'ils font une suite. C'est très pédant ce que je vais dire, mais toi et moi, je ne pense pas qu'on soit les cibles des annonceurs. C'est pas pour nous. Mais on flatte quelque chose de passé. Une réminiscence du passé. Et encore une fois, c'est plus facile d'être bankable sur, je crois pas que c'est le bon mot, mais de se faire des thunes sur une IP qui a déjà marché. Star Wars, Marvel, en jeu vidéo, on a des pelletés de suite et on n'a jamais des nouvelles choses, où on reprend des trucs qui ont déjà marché, et les séries, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on a Dexter Nouveau Sang. Dexter New Blood, est-ce que c'est une nouvelle saison ou est-ce que c'est une saison 9 ? Considéré comme une nouvelle saison ? C'est la jeunesse. Non. Dexter New Blood, ça se passe 10 ans après la fin de la saison 8, et les gens ont voulu, alors, se faire de l'argent, mais ils ont dit que non, ce qu'on veut faire, c'est donner une fin correcte à Dexter, parce qu'elle n'avait pas eu de fin correcte, et jusque-là, je suis d'accord. Ils m'ont eu. Tu sais pourquoi ils m'ont eu ? Non. Il a fini en bûcheron, ça se passe dans la neige, et j'aime la neige. Donc fini Miami, il m'en faut peu, hein. Fini Miami et son ambiance poisseuse comme on avait dans justement The White Lotus. The White Lotus. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, j'en ai pas parlé, mais
la retranscription de Miami, comme dans White Lotus, est très 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 bien fait. C'est poisseux, c'est orange. Dexter, comme White Lotus, ça sent sous les bras. On reprend l'expression. En plus, tu sais, il y a le plastique un peu. Tu sais, tu sens l'odeur du plastique. Oui. Dégueulasse, là. Tu vois C'est totalement ça. Ouais. Dans Dexter New Blood, on est... Je ne sais plus dans quel état, mais il y a de la neige. Et Dexter n'a pas tué depuis 10 ans. Il a contenu son passager noir. Il est toujours bûcheron. Non, il est... Attends, parce que j'ai envie de sortir cette saison de ma mémoire quand même. Il est vendeur de chasse... de guns pour la chasse. D'accord. En fait, lui, maintenant, son passager noir, c'est qu'il va chasser des ours et des chiens, et c'est comme ça, il tue, et ça le calme. il essaye de satisfaire. Tu vois, c'est comme les... C'est comme les vampires végétariens. Exactement. Bien sûr. Le problème, et c'est une très très bonne idée, alors il faut avoir vu la fin de Dexter et quand même avoir un peu suivi Dexter, parce que sinon on comprend la saison, c'est que Harrison, le fils de Rita, qui est maintenant un bon 16-17 ans, essaie de retrouver son père Dexter. Sauf que, attention spoiler, ça va être compliqué, mais voilà... Spoiler zone. Harrison a le même syndrome que Dexter. Et lui, il a recherché son père. Et son père se dit, putain, mon fils, il a fui lui parce qu'il voulait pas aussi ça, a un passager noir. Attends. J'essaie de réexpliquer. Temps mort. Pourquoi il a le même syndrome que Dexter, le Harrison ? Parce que dans la saison 4, le tueur de la Trinité tue toujours par 3 et il a tué la femme de Dexter. Qui s'appelle Rita. Ah merde, d'accord, mais ça je savais pas. Et donc, Harrison est dans le sang de sa mère. Et Oui, parce que j'ai vu un peu des images et je crois que c'est notamment un des acteurs qui est dans The Away, si je ne m'abuse. non, tu te trompes encore de série. Ça sera dans l'autre série Dexter. Parce Ah, que il y a une autre série Dexter ? Dexter, n'oublie pas. Certaines choses ne veulent pas. Mourir. Voilà. Ah, d'accord, ok, bah je me trompe complètement. Très bien. Et donc Harrison a un passager noir aussi, et c'est très intéressant de voir le père et le fils possiblement tués ensemble, mais c'est à lui déjà d'expliquer à son fils qu'il a des pulsions, etc. Sauf que les scénaristes, je pense que c'est les mêmes qui étaient sous Tramadol, ils sont passés à autre chose, quelque chose de plus fort, je sais pas, du Guronzan peut-être, je ne sais pas. Tu connais vachement bien les blazes des... Non Anthrax. Et ils ont craqué leur slip parce que déjà ils ont pris un acteur qui joue toujours des rôles de méchants et ils sont non moi méchant moi tu en donc c'était grillé T1 et c'est mal branlé, ils ont fait une bref. Il y a Ken Kojandi dedans. Et la Gerta, elle vient quand avec son dracard? Non, elle est morte. Non, mais attends. Non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'au début de chaque épisode, ils faisaient une bref. C'est le... Et bah, t'as des morceaux de l'épisode en mode spoiler, genre, regardez ce qui va se passer. C'est une technique de mise en scène qui pue la merde. Il faut pas faire ça. Donc j'étais énervé déjà qu'à chaque fois que je voyais un épisode, je me disais, pourquoi ils font ça? Après, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres flics, etc. Tu revois d'autres gueules qui recherchent aussi Dexter, qui viennent de Miami. C'est très intéressant. Il y a une belle relation aussi avec la shérif du comté où il est, parce que le fils Harrison va avoir une amourette avec la fille. Mais c'est quand même mal branlé. Voilà, vraiment bof. Mais, putain, je suis quand même content, quoi. Je suis quand même content de faire une saison 9 à Dexter. Parce que la fin est bien. Et je vais spoiler la fin. Vas-y. Je suis vraiment désolé, hein. Là il y a beaucoup de spoil. À la fin, Dexter essaye de faire passer le passager noir d'Harrison, mais en fait il essaye de le prendre à bras le corps parce qu'il y avait un autre tueur en série. Et finalement, Dexter meurt. Il se prend une balle. Et c'est son fils qui le tue. Ah putain. Mais voilà, c'est le fils qui tue le père, c'est un truc un peu... Bien C'est très sûr. théâtral, c'est très mystique, etc. C'est une fin qui arrive un peu trop tard, mais on va dire que c'est une fin du personnage. Et ça a le mérite d'être... Il fallait le torcher, quoi. Déjà bien. Ouais, c'est quand même très mal branlé. Mais voilà, c'est une fin et c'est parfait. Toc toc toc. Qui voilà. C'est moi. Tu sais, celui qui ne veut pas... Mourir. Oui. Parce que là, il y a une nouvelle série Dexter. Ouais. Et comme tu l'as dit, C'est ça que j'ai vu, en fait. qui reprend La jeunesse. la jeunesse de Dexter, qui Ah. s'appelle Dexter Original Sins. Qu'on pourrait traduire en canadien par... Le péché originel. Alors moi, ma première réaction quand j'ai vu ça... Pourquoi tu ris? Ma première réaction quand j'ai vu Pourquoi ça... t'as fait un vieil accent de vieille France plutôt que de l'accent québécois? Je sais pas. Le péché originel. Oui, je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle idée à la con, parce que la jeunesse de Dexter, on l'a déjà vu dans les flashbacks qu'il y a dans la série de base. Et en fait, non. Bonne idée. C'est rare pour Dexter maintenant. C'est qu'en fait, c'est pas sa jeunesse, c'est vraiment le premier meurtre qu'il va faire et comment il va intégrer la police de Miami immédiatement après.
Donc c'est ses premiers meurtres. D'ailleurs, il y a Patrick Dempsey dedans, Docteur Mamour. Oh purée, mais qu'est-ce qu'il devient, Et Patrick? il devient chef de la police de Miami en 1991. Et j'imagine qu'il joue toujours aussi bien, Patrick. Et il y a Sarah Michelle Gellar aussi. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Mais ça a l'air génial. Mais ils ont pris les momies des séries télé. Quoi. Hop là. Et donc il y a l'acteur de The OA qui interprète Oui. Dexter. Alors, attention, je vais encore dire une belle chose de cette série. L'acteur qui joue Dexter jeune joue très très bien Dexter jeune parce qu'il a réussi à reprendre les mêmes mimiques que Michael C. Hall dans la série précédente. Et ça, c'est très bien. Comparé à Christian Slater, qu'on a l'impression qu'il est bourré et sous Tranxène 3000. Il faut que je regarde leur tête. Attends. Vas-y. En vrai, bonne idée. J'ai regardé les 2 premiers épisodes pour l'instant. C'est sorti quand? C'est sorti il y a 5 semaines. La photographie est dégueulasse. J'ai envie de chier à chaque fois que je la vois. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il y avait un flashback dans la série Dexter OG, l'original, ils faisaient juste un truc un peu plus sombre. Là, ils ont décidé d'augmenter la colorimétrie pour que ce soit vert et jaune dégueulasse. On se croirait dans le bureau. Tu sais que j'avais parlé la dernière fois de The Office. Il manque que Berléand à moitié mort sur un canapé et on est bon quoi. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font des trucs aussi moches? Ils tentent des choses en CGI dégueulasse. Ça m'énerve. Et en plus, ils mettent du flou partout, sous le côté. Ça me rend fou. T'aimes pas le flou? Mais j'aime pas le flou sous le côté déjà. C'est pas parce que tu mets un fisheye parce que ça va être une technique de mise en scène. Vous savez aussi pourquoi c'est pas très bien? Pourquoi, Kevin? Parce que, comme je te l'ai dit et comme tu l'avais deviné, la série Dexter Original Sin, ou Le péché originel, se passe en 1991. Tu sais ce qu'ils ont fait, ces connards? Spoiler zone. La première scène de Dexter Original Sins voit une voiture de flic dans une route très mal faite en CGI, enneigée. Et dedans, il y a Dexter qui vient de se prendre une balle par son fils qui n'est pas mort et qui se remémore toute son enfance et sa jeunesse. Dexter n'est pas mort. Non, mais tu sais, c'est pas grave, Kevin, parce qu'en fait, c'est genre avant de mourir, il serait mort un peu toute sa vie, tu vois. Il le dit, Oui, Dexter. c'est comme quand on voit sa vie défiler devant ses yeux. Alors pourquoi il y a une nouvelle série Dexter qui s'appelle Dexter Resurrection qui va sortir cette année? Oh la vache. Et oui, parce que certaines choses ne veulent pas mourir. Et oui, il y aura une autre série Dexter qui va s'appeler Dexter Resurrection. D'ailleurs, Michael C. Hall a pris son petit chèque parce que dans Original Sin, il fait la voix du passager noir et là, il va rejouer dans une autre série plus tard. Alors, voilà, il reviendra nous hanter jusqu'à la fin, même après la fin. Pourquoi? Sûrement l'argent. Et j'ai noté Dexter, c'est un peu le nouveau Martin fait des trucs. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Mais de façon plus glauque. Mais du coup, pourquoi je suis quand même content, tu vois? Parce que ça vient titiller Mais c'est exactement ce ta que je te Madeleine disais. de Proust. Mais c'est exactement ce que je te disais avant. Ils ont repris le même générique, les mêmes musiques, la même ambiance. Ça me flatte tellement dans les entrailles que j'en ai mal aux couilles. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est incroyable cette phrase. Il faut la garder. À se regarder. Super. Du coup, avec tout ce globi-boulba d'énervement, je suis quand même content d'avoir vécu l'expérience Dexter sur maintenant 8, 9, 10, 11 saisons avec celle qui va arriver, même si elles sont séparées. Ça se trouve parce que New Blood aura peut-être une autre saison, tu sais, une saison 2. Ah, c'est possible, ça, c'est pas, les choses sont pas clôturées au fur et à mesure? L'argent. Je ne sais pas où ça va. Je suis content de retrouver les personnages. On va voir où que ça va aller encore une fois. Mais je dirais quand même que tel un cours d'histoire, c'est intéressant à regarder Dexter parce que c'est ancré en 2006 et au moins les 4 premières saisons. La 5e parce que ça fait suite au drama de ce qui s'est passé pour le personnage. Après, je pense que c'est un peu daté. J'ai quand même revu les quelques premiers épisodes pour le podcast. J'ai passé un très bon moment. Hein. C'est quand même bien branlé, encore une fois. Hein. Tu vas arrêter que c'est bien branlé. C'est quand même... Personne ne branle personne, en fait. Et voilà, donc pas à mettre entre tous les mains et toutes les yeux. J'ai encore parlé d'une série de tueurs en série, mais vous inquiétez pas, je vais bien dans ma vie. Donc voilà. Regardez ou pas, peu m'importe, mais j'avais envie de parler de Dexter parce que ça a quand même forgé ma culture série. Et ça a duré longtemps. Peut-être trop longtemps. Je serais intéressé quand même que tu... Non, oui, encore, hein, ça tient. En même temps, comme t'as dit, hein, si tu veux regarder des nouveaux trucs, c'est compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué, mais ouais, ça te flatte, Mais je serais intéressé si t'as l'occasion quand même que tu regardes au moins le premier épisode. J'aimerais bien avoir ton ressenti sur le premier épisode. Ah bon? Vraiment, ça t'intéresse, ça? Bah de fou. Ok. Bah parce que moi je suis baisé en fait. T'es quoi? T'es baisé? Je suis biaisé. Ah oui. Suzanne, voyons. Non, t'entends bien. Non mais t'as dit oui, ça, hein? Oui. D'accord. Mais parce que j'ai vu en 2006, un peu plus tard, mais j'ai vu les premières saisons. Oui. Et est-ce que c'est une réminiscence du passé qui... Mais tu sais que moi, si on me ressortait une nouvelle saison de Desperate Housewives, j'y vais, hein, je cours.
Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Dexter, sauf si tu as des questions, bien évidemment. Je parle avec le cœur. C'est ça le principal. Non, j'ai pas trop de questions. Non. Donc ouais, si tu as l'occasion de regarder, je serais intrigué, intéressé. Ok. Mais tu veux que je regarde quoi? Plutôt les derniers trucs ou le Premier épisode, original, ouais. épisode Non, de je vais 2006? Je vais pas te faire l'affront de... Ok. Est-ce qu'il y aura encore peut-être je ferai ça. Dexter Renouveau, Renega, Dexter in Space, Ce serait bien. Les malheurs de Dexter, Les malheurs. Dexter Marrant on Ice, comme prénom Dexter. oui. Alors que des bras, Alors que c'est vrai. des bras m'en tombent. Ok. Merci Susu, c'était génial. Merci Kiki, c'était génial. c'était Joto, long. machin. Bravo Kevin. Non, mais je ne veux Non, pas. c'était de- vraiment Non, bien. jette ses fleurs, arrête. Oh, c'est super. Voilà, c'était le 5e épisode de la saison 2 d'Épisode Bouteille. J'espère que ça vous a plu et que c'était bien. Suzanne baille très très fort. Je crois qu'il est temps de se coucher. Ça fait quoi, 8 heures qu'on tourne là? Un peu plus. Et je vais fuir. Et toi aussi maintenant. Des Ouais. choses à dire? Non, Encore une fois, merci. Merci. Et peut-être Épisode Bouteille va un peu changer, nouvelle formule, comme la lessive, mais ça va être bien. bah oui, c'est que pour le meilleur. Hein? Qu'est-ce Et que t'en pour le dis? pire, Oui, ça va être sympa. des bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir. C'était une fin un peu trop... Trop classique. Des bras.